journée. Et on va commencer par Dr Professeur Ouled El-Hassen qui va nous parler d'un thème qui l'intérêt de plusieurs scientifiques, les microbiotes qui ont un intérêt dans l'immunité, aussi dans tout ce qui est maladies inflammatoires et donc elle va nous éclairer sur ce sujet. Professeur Ouled El-Hassen, à vous la parole. Vous avez 15 minutes. 15 minutes, ok. Merci, Dr Bensrer. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je déclare qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt par rapport à ma présentation. Et parler du microbiote intestinal, et surtout dans cette session, est très légitime du fait du rôle... D'accord. C'est bon? D'accord. C'est pas la peine de reprendre. Alors, le microbiote intestinal est un thème qui est fort intéressant, qui mérite d'être étudié, d'être compris du fait du rôle dans la physiologie intestinale et aussi dans la santé humaine en général, et du fait de ses implications en pathologie humaine, dans plusieurs pathologies humaines, pour ne pas dire toutes les pathologies humaines, y compris les infections. Et puis, il y a des possibilités de modulation thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des moyens par lesquels on peut rendre ce microbiote bénéfique pour l'organisme, qu'on doit comprendre, qu'on doit maîtriser pour éventuellement être utilisé chez nos patients. Et puis, en tant que médecins, des biologistes, nous devons s'impliquer dans la recherche parce qu'il y a pas mal de méconnaissances dans ce domaine et nous avons besoin de résultats qui peuvent changer le pronostic de certaines maladies. Alors, microbiote intestinal humain fait référence à un ensemble des micro-organismes dits commensaux qui vivent dans le tube digestif. Il est constitué essentiellement de bactéries. En effet, il existe 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin. C'est 10 fois le nombre de cellules du corps humain. Ce n'est pas étonnant, c'est une création du Dieu et c'est le chiffre qu'il faut pour qu'il puisse assurer ces différentes missions. Il est très diversifié, ce qui reflète la complexité. Il y a plus de 2000 espèces et chaque individu peut posséder plus de 160 espèces. Et ils sont répartis en 4 grandes familles ou groupes phylogénétiques, dont les firmicutes et les bactéroïdites sont les plus fréquentes. Alors, pour la répartition, il existe le microbiote dominant, sous-dominant et le microbiote de passage. Pour le microbiote dominant, il est constitué essentiellement d'anaérobies strictes qui jouent le rôle, qui sont actifs et qui jouent le rôle protecteur, mais c'est à condition qu'ils restent dominants, c'est-à-dire avec des concentrations trop élevées. Par contre, le microbiote sous-dominant, il est constitué d'anaérobies facultatifs qui sont en général inactifs, mais ils attendent l'opportunité pour qu'ils puissent exercer leur pouvoir pathogène. Alors, pour la distribution, il suit un gradient quantitatif croissant oro-anal, de telle sorte que la densité bactérienne la plus fréquente, elle existe au niveau du côlon, et aussi il suit aussi un gradient qualitatif avec une diminution progressive des bactéries aérobies au profit des bactéries anaérobies strictes au niveau du côlon. Plusieurs facteurs de variation de cette distribution, je citerai le potentiel d'oxydoréduction, le pH et la vitesse du transit. Quand est-ce que se constitue ce microbiote? Dès la naissance, il se produit une implantation successive d'espèces bactériennes de plusieurs origines, ce qui explique la biodiversité avec une évolution qualitative et quantitative jusqu'à l'acquisition d'une microflore adulte avec une stabilité relative. Bien sûr, plusieurs facteurs qui influencent la composition de ce microbiote au cours de notre vie. Je commence par le mode de naissance. Les germes acquis au cours d'une césarienne ne sont pas les mêmes par rapport à ceux acquis quand on a un accouchement par voie basse. Aussi, le type d'allaitement maternel ou artificiel. Et puis, notre comportement alimentaire, par la suite, va conditionner la formation et la composition de ce microbiote. Aussi, je citerai l'exposition aux antibiotiques, les conditions d'hygiène, sans oublier, bien sûr, la génétique de l'hôte qui permet l'établissement d'un partenariat entre la bactérie et son hôte. Finalement, chaque individu a son propre microbiote qui est unique en termes de combinaison et en termes d'abondance de certains types de bactéries. Et à l'instar de l'empreinte digitale, donc nous avons une autre empreinte biologique intestinale ou une signature biologique intestinale qui pourra dans l'avenir être utilisée pour identifier les individus.
Alors, pour les moyens d'exploration, actuellement, grâce à la métagénomique, qui associe le séquençage génétique à haut débit et l'analyse bioinformatique, il est possible de faire l'analyse de l'ensemble des gènes bactériens d'un écosystème donné. Il existe 2 gros projets européens et américains qui ont permis de faire l'identification de plus de 3,9 millions de gènes. C'est 100 à 150 fois le génome humain. C'est que notre intestin, il y a un deuxième génome humain au niveau de notre intestin qui mémorise tout. Alors, parmi les caractéristiques du microbiote fécal, c'est la résilience, c'est-à-dire qu'après l'exposition à un phénomène perturbateur qui fait diminuer la diversité d'espèces dominantes, une fois le phénomène perturbateur s'arrête, il peut revenir à l'état normal. C'est vrai, ça demande du temps, mais il finit par retourner à l'état de la normale. Alors, pour les fonctions, il existe 4 grandes fonctions. Je commence par la fonction métabolique et nutritionnelle de digestion, de synthèse de vitamines B et K, la production des acides gras à chaîne courte. Et je m'arrête sur le rôle des acides gras à chaîne courte. Excusez-moi, j'ai un problème. Excusez-moi. C'est bon, merci. Donc, pour le rôle... Ok, je sais pas. C'est belle. Non. C'est bon. Je sais pas pourquoi. Donc, le rôle des acides gras à chaîne courte, qui constituent une source d'énergie essentielle au microbiote, il participe à l'intégrité de la muqueuse intestinale et aussi dans la régulation de l'inflammation, ce qui reflète l'intérêt d'un conseil nutritionnel, tout en sachant que la réponse de l'individu est très variable la réponse à un type d'aliment est très variable entre les individus. Donc, nous avons besoin d'une prise en charge très personnalisée, que ce soit dans l'approche préventive ou dans l'approche curative. Alors aussi, toujours dans les fonctions du microbiote intestinal, il joue un rôle dans la maturation de l'épithélium intestinal, dans l'activation et la maturation des cellules immunitaires. Il a un effet de barrière, ce qui lui permet de résister à la colonisation, et aussi un effet antitoxine, c'est extraordinaire. Il les dégrade, il agit sur leur synthèse, et aussi il est capable de modifier la sensibilité des entérocytes à ces toxines. Parmi les grandes fonctions de ce microbiote, il y a les fonctions neurologiques. À travers les études, il a été démontré qu'il peut moduler le développement cérébral. La production, il agit aussi sur la production des phénotypes comportementaux, et il influence les émotions et les humeurs, et cela à travers l'axe intestin-cerveau. Et le microbiote assure cette communication bidirectionnelle entre le premier cerveau et l'intestin, qui est considéré comme un deuxième cerveau vu sa richesse en neurones, et cela à travers la production des neurotransmetteurs. Alors finalement, c'est un processus qui est très complexe, qui intègre des signaux et des métabolites, permettant d'aboutir vers un crosstalk avec l'intestin et avec les différents organes. Donc pour pouvoir exercer ces fonctions bénéfiques, il doit rester en état d'équilibre, c'est-à-dire en état de symbiose. Donc les principales fonctions, c'est la tolérance immunitaire, c'est-à-dire le corps doit tolérer la présence de ces bactéries dans ses intestins, et aussi l'homéostasie intestinale et les métabolismes normaux, car toute perturbation de l'un des deux peut retentir sur l'autre et déséquilibrer l'ensemble, donnant ce qu'on appelle la dysbiose. Et cette dysbiose a été décrite et argumentée dans plusieurs maladies, que ce soit au niveau digestif ou extra-digestif. Et la liste, elle est très longue, dans l'autisme, dans les maladies neurodégénératives, et aussi dans les maladies métaboliques, dans les allergies, ce qui reflète le mérite d'être présenté dans la session inflammation, infection et immunodépression, et ça concerne toutes les spécialités. Alors, du point de vue physiopathologique, qu'est-ce qui se passe après le déséquilibre du microbiote? Il y aura des troubles, il va se produire des troubles de composition. Et systématiquement, le microbiote ne sera pas capable d'exercer ses différentes fonctions. Et on va avoir une augmentation de l'abondance des bactéries à potentiel pro-inflammatoire et immunogène. Donc,
il y aura une hyperactivation de notre système immunitaire contre notre propre microbiote, donnant une inflammation des muqueuses, une augmentation de la perméabilité intestinale, phénomène de translocation bactérienne avec libération des différents marqueurs de l'inflammation et la production des cytokines, et ça va déclencher, ça va favoriser le développement de certaines maladies en fonction de la prédisposition génétique. Et l'apparition de cette maladie va aggraver l'état de déséquilibre de ces microbiotes. Et d'ailleurs, c'est l'hypothèse la plus retenue, c'est un cercle vicieux. La dysbiose, il peut jouer un rôle dans le déclenchement de certaines maladies, comme il jouerait un rôle dans la sévérité, dans la continuité d'autres maladies. En tant qu'infectiologue et sidologue, je commence par l'exemple de l'infection à VIH. Comme vous le savez, l'intestin est très riche en lymphocytes CD4 qui sont la cible de virus du VIH. Et une fois la réplication du VIH commence, donc systématiquement, il y aura une destruction des lymphocytes CD4, ce qui va faire perdre l'intégrité de la barrière intestinale, l'augmentation de la perméabilité, la translocation bactérienne et l'activation immunitaire persistante à l'origine de l'inflammation chronique caractéristique de l'infection à VIH et qui peut persister. L'équipe, nous avons déjà parlé longuement sur l'inflammation résiduelle, c'est-à-dire une inflammation qu'on n'arrive pas à expliquer, qui persiste même si on contrôle virologiquement la réplication de VIH. Bien sûr, cette inflammation est à l'origine des événements non-sida, et elle augmente le risque de mortalité et de morbidité. Et il y a des biomarqueurs de l'inflammation qui ont été identifiés lors de l'infection à VIH et qui sont le sujet d'un travail de recherche avec l'Institut Pasteur. Il y a une communication affichée sur les premiers résultats qui sont très intéressants, comme le CD14 soluble et l'interleukine et la protéine inductible de l'interféron. Donc, dans les taux élevés de ces marqueurs sont associés à des risques accrus de mortalité et de maladies cardiovasculaires parmi les PVVIH. Et aussi, l'augmentation importante de la protéine inductible à l'interféron est associée à une diminution plus précoce du nombre de cellules CD4. C'est-à-dire même des patients aussi chez qui on contrôle la réplication virale, on voit après plusieurs années que le taux de CD4 ne grimpe pas. Il reste à moins de 200. Alors, aussi des troubles de composition qui ont été décrits. Et chez les patients sous ARV, la dysbiose est moins importante, ce qui explique la relation, le cercle vicieux. C'est-à-dire la dysbiose, il joue un rôle dans la continuité et le maintien et la sévérité de certaines maladies. Et la maladie, il aggrave la dysbiose. Alors, quand on est exposé à un antibiotique, même dans le cadre d'une prescription rationnelle et justifiée, ça peut agir sur le microbiote dominant en détruisant ces bactéries, et il se produit aussi une rupture de l'effet de barrière avec diminution de la capacité fermentaire du microbiote, ce qui donne l'opportunité au Clostridium difficile de se proliférer, de produire des toxines et de produire des lésions inflammatoires au niveau de l'épithélium, ce qui peut aller jusqu'à la colite pseudomembraneuse, ce qui reflète bien sûr l'intérêt de lutter contre l'usage irrationnel des antibiotiques, qui n'expose pas uniquement au risque de résistance, mais plutôt au risque de dysbiose responsable de plusieurs maladies. Alors, les liens ont été bien établis, que ce soit avec les Mickey. Vous voyez ici que la composition de microbiote est différente entre les sujets sains et les sujets ayant une Mickey, et aussi entre les Mickey en rémission ou les Mickey en poussée. Aussi, dans le syndrome d'intestin irritable, il y a une diminution de la diversité microbienne et le profil métabolique. Dans l'obésité, vous voyez que le profil microbiologique du microbiote intestinal est différent entre les sujets à poids normal et les sujets obèses. Aussi, dans le diabète, l'élévation du taux de polysaccharides conduit à une endotoxémie métabolique qui donne une inflammation de bas grade au niveau du tissu graisseux, au niveau du foie et au niveau du muscle, qui fait baisser la sensibilité à l'insuline et favorise l'apparition de diabète type 2. Aussi, des modifications dans la composition ont été décrites depuis plusieurs années,
ce qui justifie bien sûr, ce qui argumente le lien entre la dysbiose et les maladies métaboliques. Il est impliqué aussi dans les cancers du côlon, dans les cancers du poumon et même dans la thérapie anticancéreuse. Il joue un rôle puisqu'il favorise l'inflammation au niveau du tissu cancéreux. Pour les possibilités de modulation thérapeutique, c'est-à-dire les façons pour agir sur l'équilibre du microbiote, chacune d'elles a ses propres spécificités. Je commence par les probiotiques qui sont définis par, ce sont des micro-organismes vivants qui, administrés en quantité suffisante, ont des effets bénéfiques sur la santé. Aussi, il y a les prébiotiques qui sont des fibres non digestibles du régime alimentaire qui stimulent de manière sélective au niveau du côlon la croissance des bactéries bénéfiques. Les symbiotiques qui associent les probiotiques et les prébiotiques. Et aussi, il y a l'alimentation et la transplantation fécale qui n'a l'indication jusqu'à présent que dans les infections récidivantes à Clostridium difficile et il assure la guérison dans plus de 90% des cas. Alors pour l'alimentation, le message c'est qu'il faut, pour un meilleur résultat, il faut qu'il y ait une modification durable du régime alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas à une semaine, à 2 semaines qu'on va régler, qu'on va assurer, qu'on va aboutir vers l'obiose, c'est-à-dire vers l'état d'équilibre. Ça demande du temps et c'est différent entre les individus bien sûr. Alors, pour les probiotiques, les espèces les plus communément utilisées, il y a la lactobacillus, le bifidobacterium, les levures, etc. Donc, les principales indications, ce sont les troubles digestifs, dans le syndrome d'intestin irritable, les diarrhées liées aux antibiotiques, un traitement associé au traitement de l'Helicobacter pylori dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Et aussi, il y a certaines équipes d'oncologie qui l'utilisent lorsqu'ils ont, pour les patients qui ont un cancer, traités pour un cancer du côlon. Et aussi, dans certaines études, j'ai trouvé qu'il y a une indication, il y a de très bons résultats chez les patients qui ont des dermatites atopiques. Alors, les prébiotiques, donc la plupart utilisés comme des ingrédients alimentaires dans les biscuits, les céréales, donc on doit faire attention à ce qu'on mange. Je me rappelle quand une fois je suis partie en Hollande, j'ai lu sur des panneaux sur les bus « You are what you eat ». Maintenant, en 2022, après 13 ans, je comprends pourquoi ils essayent de sensibiliser la population sur l'alimentation, sur l'intérêt de faire attention à ce qu'on mange. C'est très important. Et la transplantation fécale, je l'ai déjà, donc la seule indication validée, c'est les rechutes des infections à bactéries pathogènes Clostridium difficile. Et finalement, donc, pour une obiose, nous avons besoin d'une éducation nutritionnelle depuis notre naissance. Et puis, nous devons lutter contre l'usage, je me répète, l'usage irrationnel des antibiotiques, encore pire, pour éviter les dysbioses, parce que la dysbiose, maintenant, nous avons tous compris que la dysbiose, il peut engendrer des maladies graves, des maladies handicapantes, des maladies mortelles. Et la manipulation d'un écosystème aussi complexe n'est pas sans risque, donc la prise en charge est personnalisée. Pour les perspectives, actuellement, il y a beaucoup de travaux qui se sont focalisés sur les métabolites issus du microbiote, et il y a des résultats qui sont prometteurs, et aussi sur les biomarqueurs qui peuvent être recherchés pour prévoir, c'est-à-dire la possibilité d'apparition de certaines maladies. Donc, je pense que je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci pour votre attention. Merci, professeur Alexandre. Je vous donne la parole. Alors, merci. Alors, j'appelle professeur Marih pour nous faire les infections bactériennes chez les patients vivant avec le VIH. bactérienne. Merci, docteur Belserer. À mon tour, c'est un grand plaisir de participer aujourd'hui à cette première journée scientifique de l'OMPIC en vous présentant le thème suivant,
sur les infections bactériennes chez les patients vivant avec le VIH. Donc, pour commencer, l'infection à VIH est une des pandémies mondiales humaines qui pose encore un problème de santé publique. Et grâce à l'accès aux antirétroviraux, qui a permis une baisse considérable de l'incidence des infections opportunistes, une baisse de la mortalité, et également il a permis d'améliorer l'espérance de vie des patients. Mais malgré cela, les patients vivant avec le VIH sont plus à risque d'avoir des infections bactériennes par rapport à la population générale. Pourquoi? Parce que ce sont des patients qui ont une prévalence élevée des comorbidités, à savoir les anomalies métaboliques, le diabète, les anomalies cardiovasculaires, les anomalies néoplasiques. Il y a une prévalence élevée des co-infections par l'hépatite virale B et C. Tout cela induit à un risque d'avoir des infections bactériennes. Donc les infections bactériennes, surtout les infections bactériennes sévères, sont des infections dont l'incidence est plus élevée que dans la population générale. Donc il est 6 fois chez les patients vivant avec le VIH. Il constitue une cause importante de décès chez ces patients et sujette des hospitalisations avec plusieurs jours d'hospitalisation, avec plusieurs prescriptions d'antibiotiques. Parmi ces infections bactériennes, les infections respiratoires restent l'atteinte la plus fréquente, due au streptocoque pneumoniae, qui est l'agent pathogène la plus fréquente dans la littérature, et aussi la tuberculose. Sincèrement, dans la littérature, il y a très peu d'études. Donc, quand j'ai fait la recherche, il y a très peu d'études sur les infections bactériennes, surtout les infections bactériennes non liées au sida chez les patients vivant avec le VIH. Notamment dans notre contexte au Maroc, il n'y a aucune étude qui s'intéresse aux infections bactériennes, surtout non liées au VIH. Et c'est pour cela qu'il y a peu de données concernant le spectre, concernant le profil bactériologique, les résistances des pathogènes retrouvés au cours des infections bactériennes chez ces patients. Donc, au plan épidémiologique, selon les données fin 2020, on estime que environ 37 millions de personnes vivaient avec le VIH, avec 1,5 million de nouveaux infectés et 680 000 décès liés au sida ont été enregistrés en fin 2020. Au Maroc, les données de fin 2020, donc, on estime qu'il y a 22 000 personnes vivant avec le VIH, 740 nouvelles infections et 400 décès liés au sida. Et malgré la faible prévalence de l'infection à VIH au Maroc, c'est une prévalence qui reste très élevée chez les populations à risque, comme les travailleurs de sexe, les HSH, les usagers de drogue par voie intraveineuse, et aussi plus élevée dans certaines villes comme Marrakech, Casablanca et Nador. Donc, pour comprendre la prédisposition des patients affectés par le VIH aux infections bactériennes, il y a le mécanisme pathologique de l'HIV, donc qui reste complexe, mais il faut savoir que le VIH, c'est un virus qui a comme cible majeure les lymphocytes CD4. En plus des lymphocytes CD4, le virus il affecte aussi les macrophages, les cellules dendritiques, les monocytes, les granulocytes, donc ce qui altère ou qui diminue les différentes fonctions de ces cellules, à savoir le chimiotactisme, la phagocytose. Et comme cible aussi principale, il y a le lymphocyte CD4 de la muqueuse intestinale. Donc, tout à l'heure, professeur Ouled Hassan a parlé de la translocation microbienne. Donc, cette atteinte de la muqueuse intestinale va bien sûr détériorer l'intégrité de la muqueuse intestinale, ce qui va entraîner une fuite intestinale avec translocation microbienne, et ce qui va encore induire une hyperactivation immunitaire qui va bien sûr détruire en plus les lymphocytes CD4 et les lymphocytes T helper. Et tout cela va entraîner une diminution ou une destruction lymphocytaire, donc on aura un déficit fonctionnel et qualitatif des lymphocytes CD4, ce qui va entraîner bien sûr les infections bactériennes, surtout les infections bactériennes invasives. Donc, quelle est l'incidence des infections bactériennes chez le patient vivant à VIH?
Donc, sur ce papier qui est publié en 2016, il a évalué l'incidence et les facteurs de risque des infections bactériennes sévères chez les patients vivant avec le VIH à travers une cohorte qui est très intéressante, une cohorte de la CO3 aquitaine de l'ANRS. Donc, c'est une étude prospective qui a été menée sur 5354 patients et qui a évalué l'incidence en 2 étapes, c'est-à-dire entre 2000 et 2002, et puis en 2009 et en 2012, pour savoir est-ce qu'il y a une modification de l'incidence en utilisant les traitements antirétroviraux. Eh bien, donc, les résultats sont intéressants parce que entre 2000 et 2002, l'incidence de ces infections bactériennes était 26,7 et qui a baissé jusqu'à 11,9 en 2009-2002. Donc, grâce au traitement antirétroviral, nous constatons évidemment qu'il y a une baisse très importante de ces infections bactériennes. Dans cette étude, les différentes infections bactériennes qui ont été identifiées, il y a l'atteinte pulmonaire et les infections pulmonaires dans 43%, suivies des bactériémies et des infections urinaires puis cutanées et digestives. Et ce qui est intéressant de cette étude aussi, il y a les facteurs de risque qui sont associés aux infections opportunistes, ou plutôt aux infections bactériennes. Il y a la charge virale du VIH qui reste détectable malgré la trithérapie à cause des échecs, de mauvaises observances. Il y a aussi le rapport CD4-CD8 qui est inférieur à 0,8. Il y a la co-infection par l'hépatite C, le diabète, la baisse des CD4 inférieur à 500, les patients qui ont des cancers et aussi le stade SIDA. Donc, c'est l'ensemble des facteurs de risque qui ont été soulevés et qui ont été responsables de plus d'infections bactériennes chez ces patients. Alors, les infections bactériennes, en général, chez le patient vivant avec VIH, on peut les répartir en 2 parties. Il y a les infections bactériennes qui sont opportunistes, classant SIDA, selon le CDC 1993 et l'OMS 2010, et qui surviennent quand le nombre de CD4 devient inférieur à 200 cellules par mètre cube, et puis les infections bactériennes qui ne sont pas liées au SIDA ou non classant SIDA. Donc, dans les infections opportunistes, il y a la tuberculose, surtout la tuberculose disséminée extra-pulmonaire. Il y a les mycobactérioses non-tuberculose, essentiellement les mycobactérioses atypiques. Il y a les pneumopathies bactériennes récurrentes. Il y a les bactériémies à salmonella non typhique récurrentes. Et pour les infections bactériennes non classant SIDA, il y a une liste d'agents pathogènes qui ont été identifiés à travers ces différentes infections bactériennes. Dans les principaux agents pathogènes retrouvés, il y a le Streptococcus pneumonia, le Salmonella notifi, l'Escherichia coli et le Staphylococcus aureus. Donc, ce sont les 4 agents pathogènes qui sont retrouvés dans les différentes publications. Puis, il y a le Pseudomonas aeruginosa, il y a le Treponema pallidum qui est responsable de la syphilis. Et après, il y a d'autres agents pathogènes qui sont opportunistes, mais qui ne sont pas mis dans la classification CDC ni l'OMS. Il y a le nocardia, le rhodococcus et le bartonella, ce sont aussi des agents pathogènes qui sont opportunistes, qui peuvent aussi survenir chez les patients vivant avec les VIH. Tous ces agents pathogènes sont retrouvés surtout au niveau des infections pulmonaires, digestives, cutanées, urinaires, au niveau du sang, au cours des endocardites et aussi au cours des atteintes neuroméningées. Donc, on commence par les infections opportunistes. Et là, je vais commencer par l'infection opportuniste la plus fréquente chez les patients vivant avec le VIH, qui est la tuberculose. Elle est plus fréquente, 20 à 37% supérieure chez les patients vivant avec le VIH que ceux qui ne sont infectés par le VIH. Elle est caractérisée par des rechutes. Donc, les patients vivant avec le VIH font plusieurs rechutes de tuberculose, 19 cas sur 1000 personnes années, alors qu'il y a de 7,7 cas chez les personnes non infectées par le VIH. C'est la circonstance de découverte la plus importante dans notre contexte de l'infection à VIH et c'est la principale cause de décès chez les patients vivant avec le VIH. Donc, selon l'OMS, 10 millions de personnes sont infectées par la tuberculose, dont 8% sont des patients infectés par le VIH. Et plus de 50% sont des patients qui vivent en Afrique. Donc, c'est à ce niveau où la prévalence de l'infection VIH est très importante. Donc, la mortalité est aussi élevée. 214 000 patients vivant avec VIH sont décédés en 2020 à cause de la tuberculose. Mais nous avons constaté quand même
qu'il y a une baisse de la mortalité grâce au traitement antirétroviral et grâce aussi à la prophylaxie primaire de la tuberculose latente, qui est passée d'une baisse de 40%, donc de 530 000 décès en 2000 jusqu'à 214 en 2020. Il y a aussi la tuberculose résistante qui constitue un enjeu majeur de santé publique. Donc 465 000 cas de tuberculose multirécents ont été identifiés en 2019. Donc, les formes cliniques et radiologiques de la tuberculose chez les patients vivant avec le VIH. Donc, nous savons très bien que la tuberculose peut survenir à n'importe quel stade de l'infection à VIH, de tout début jusqu'à la fin. Et les formes cliniques et radiologiques dépendent du degré d'immunodépression. Plus le degré d'immunodépression est bas, plus les formes cliniques sont atypiques, plus l'atteinte est multifocale, extrapulmonaire, disséminée, grave, voire mortelle. Donc, les images les plus fréquentes sont surtout des images interstitielles des bases, ou un aspect de miliaire, voire même une radiothorax normale quand les patients est très, très immunodéprimé. Le diagnostic, nous l'avons déjà bien parlé de diagnostic de certitude qui est basé sur le gène expert en première attention, qui permet aussi de mettre en évidence la résistance à la rifampicine, et les autres examens microscopiques, examens directs, qui doivent être réalisés sur tous les prélèvements, les expectorations, le tubage au niveau des urines, au niveau des selles, la culture et aussi l'histologie. Concernant le traitement, donc le traitement de la tuberculose chez le patient vivant avec VIH est similaire par rapport à ceux qui ne sont pas infectés par le VIH. C'est le même protocole, c'est le même traitement, toujours un traitement d'attaque de 4 antibacillaires suivi d'un traitement d'entretien de 2 antibacillaires. La prophylaxie primaire de la tuberculose latente constitue une mesure très importante, primordiale. Ça permet de diminuer bien sûr l'incidence de la tuberculose et aussi la mortalité de la tuberculose. Donc, elle est recommandée, il faut la prescrire. Bien évidemment, avant de la prescrire, il faut d'abord éliminer une infection tuberculose active. On passe aux mycobactérioses non tuberculoses. Donc, les mycobactérioses non tuberculoses sont dues essentiellement au mycobacterium du complexe avium. Alors, cette infection, avant l'arrivée des antirétroviraux, c'est une infection qui était fréquente, surtout en Europe, en Amérique du Nord, chez les patients qui sont très immunodéprimés. Donc, c'est des patients qui ont des CD4 inférieurs à 50 cellules par mètre cube. C'est une infection qui reste rare dans les pays à ressources limitées à cause de difficultés diagnostiques, parce qu'on n'a pas les moyens pour diagnostiquer la Mycobacterium avium. Les signes cliniques sont marqués par une altération de l'état général avec fièvre prolongée, des sueurs, des diarrhées chroniques, une polyadénopathie et hépatosplénomégalie. On peut observer des anomalies biologiques comme une pancytopénie, une cholestase, une hypoalbuminémie. Et le test et le diagnostic, il est confirmé par l'identification, la mise en évidence de la bactérie au niveau de l'hémoculture, grâce à des milieux spécifiques comme le milieu isolateur, mycoephylétique et Bactec. Donc, ce sont des milieux qui ne sont pas, disponibles au Maroc. C'est pour cela qu'on n'arrive jamais à identifier cette pathologie dans notre contexte. Le traitement fait appel à l'association clarithromycine et l'éthambutol. Ici, c'est une étude qui est intéressante, qui a été publiée en 2019 sur la prévalence des mycobactéries non tuberculoses chez les patients infectés par le VIH qui sont admis dans un hôpital aux États-Unis. C'est une étude qui a été faite sur 196 patients infectés par le VIH qui ont une pneumonie. Et donc, dans 49%, donc près de 50%, chez ces patients, on a identifié les mycobactéries atypiques. C'est le Mycobacterium avium, complexe avium, qui est le plus fréquent. Et dans cette population, nous avons trouvé comme facteurs associés, il y a surtout le tabagisme chronique et les pneumopathies chroniques obstructives. Ensuite, il y a les bactériémies à Salmonella typhi récurrente. C'est une aussi infection opportuniste qui est sévère, invasive, qui survient aussi chez les patients immunodéprimés et constitue aussi une des principales causes de décès. L'agent pathogène, c'est soit le Salmonella typhimurium, soit le Salmonella enteridis. L'incidence, elle est variable selon les pays, mais surtout, elle est fréquente en Afrique et en Asie.
Et la mortalité était très élevée avant l'avènement des thérapeutiques antirétrovirales. Elle est de 35 à 45%. Les études publiées sur cette bactérie Salmonella nontypique, il y a l'étude de Taïwan de 2007 qui a montré une incidence très importante avant le HART, avant la trithérapie, qui est de 70 cas pour 100 000 personnes. Et après la trithérapie, il a baissé jusqu'à 2,56 cas par 100 000 personnes. Donc, de façon significative, nous voyons qu'il y a une baisse très importante de l'incidence des salmonella, de bactéries Salmonella nontypique. Et ce qui est important aussi de soulever dans cette étude, c'est la résistance au fluoroquinolone qui est de 7% retrouvée dans cette étude. Également, il y a une même étude qui a été publiée en 2012 en Tanzanie qui a montré aussi que la prévalence des bactéries Salmonella est de 7,6% parmi l'ensemble des infections bactériennes retrouvées chez les patients infectés par le VIH, avec une résistance de 8% aux ciprofloxacine. Alors, la prévalence des infections bactériennes non classant SIDA. Donc, la prévalence elle est variable selon les pays, selon les régions. Il y a une étude qui a été publiée en 2019 sur 558 patients infectés par le VIH hospitalisés pour des infections bactériennes à culture positive, avec l'agent pathogène le plus important, c'est le Staphylococcus aureus, suivi de l'Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis et Klebsiella pneumoniae. Donc, les plus importantes atteintes retrouvées, surtout l'atteinte respiratoire, puis l'atteinte urinaire et l'atteinte cutanée et digestive. Donc, comme j'ai dit, la prévalence des agents pathogènes de ces infections bactériennes chez les patients infectés par la VIH varie selon les pays. Donc, on voyait, par exemple, en Europe, sur six études réalisées sur les infections bactériennes chez l'adulte infecté par le VIH, il y a 1150 cultures positives, dont le principal agent pathogène, c'est le Streptococcus pneumoniae, suivi de Staphylococcus, puis de l'Escherichia coli. En Asie, le germe le plus important, ce sont les Salmonella nontypiques, suivi de Staphylococcus et de l'Escherichia coli. En Afrique, c'est le Streptococcus pneumoniae qui est le plus fréquent, suivi du Salmonella nontypique, puis de l'Escherichia coli. Avec une mortalité qui est variable, vous voyez qu'il est de 16-18% en Europe, aux États-Unis, 7-46% en Afrique et 25-43% en Asie. Donc, concernant les pneumonies bactériennes, donc les infections respiratoires sont très fréquentes chez les patients infectés par le VIH. Elles représentent 45% des infections respiratoires. Il y a une nette baisse de l'incidence de 40% avec les antirétroviraux, mais elle reste élevée, 20-25% supérieure chez les patients vivant avec le VIH. L'incidence à l'ère de thérapie antirétrovirale est de 1 à 5 cas par 100 personnes. Chez les patients qui ont un taux de CD4 supérieur à 500. Ce sont des infections qui restent graves, peuvent induire des insuffisances respiratoires aiguës, dans 35 à 50% des cas. La mortalité reste aussi élevée, surtout chez les patients qui ont des infections respiratoires nosocomiales, qui peuvent aller jusqu'à plus de 50% dues à des infections respiratoires à Staphylococcus aureus multirésistants. Le Streptococcus pneumoniae représente l'agent pathogène le plus fréquent. Et dans ces infections bactériennes respiratoires, on signale toujours les mêmes facteurs de risque, à savoir le taux faible de CD4, la charge virale élevée, le tabagisme, la consommation d'alcool, les hépatites, la co-infection par les hépatites virales B, C, le diabète, etc. Donc, les atteintes, c'est-à-dire les formes cliniques et radiologiques des pneumonies bactériennes sont caractérisées par une atteinte multilobaire, avec associée à une détresse respiratoire, une bactériémie, une pleurésie purulente. Au plan radiologique, on peut observer des opacités réticulonodulaires, avec parfois des foyers de condensation. Et parfois, il y a des formes atypiques, comme je l'ai dit, pour la tuberculose, chez surtout les immunodéprimés. Donc, les agents pathogènes, en plus de le Streptococcus pneumoniae, il y a aussi l'Haemophilus influenzae, les Legionella pneumophila, qui étaient observés dans 0,5 à 16% chez les patients infectés par le VIH. Le Staphylococcus aussi, il est surtout fréquent chez les usagers de drogue par voie intraveineuse et chez les HSH.
Le Pseudomonas aeruginosa a été identifié chez les patients qui sont très immunodéprimés, qui ont des antécédents d'hospitalisation de prescription répétée des antibiotiques, qui ont déjà reçu des corticoïdes ou qui ont une neutropénie. Les mycoplasmes chlamydia sont très rares. Nocardia, rhodococcus equi sont aussi très rares. Ils entraînent une pneumonie excavée, survient surtout chez des patients qui sont immunodéprimés. Donc ici, vous avez des exemples d'images scanographiques de l'atteinte pulmonaire des pneumonies chez les patients vivant avec le VIH. Donc ici, vous avez l'aspect d'une pneumonie à pneumocoque qui montre un aspect de verre dépolé avec un aspect de Graves-Pavin associé à des zones de condensation alvéolaire subpleurale. Et ici, deux images de nocardiose qui montrent soit un aspect hétérogène évoquant un contingent nécrotique, soit un aspect de syndrome de masse sous-pleurale. Madame Malih, s'il vous plaît. Oui, vous avez dépassé de Donc, ce qui est intéressant dans les pneumonies, c'est surtout, bien sûr, la vaccination antipneumococcique qui a montré son efficacité dans la baisse des infections pneumocoques, la vaccination antigrippale et le sevrage tabagique. Donc, les autres infections bactériennes, il y a les infections digestives, essentiellement les diarrhées. Dans les agents pathogènes les plus importants, il y a Salmonellose nontyphi, Enteritidis typhimurium. Il y a aussi le Shigella, Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, et les autres, Yersinia, Escherichia coli, Mycobacterium aevium intracellulaire. Donc, il y a aussi les infections urinaires. Donc, l'Escherichia coli est l'agent pathogène le plus important. Les infections cutanées aussi constituent une des circonstances de découverte les plus importantes chez les patients infectés par le VIH. Donc, les aspects cliniques sont divers. Alors, la plus importante, c'est l'angiomatose bacillaire, qui est une infection opportuniste aussi, qui serait chez les patients infectés par le VIH, qui est due au Bartonella kinata hensei, et qui est très fréquente aux États-Unis et en Europe chez les patients qui ont un taux CD4 moins de 50. Se manifestent surtout par des papilles de nodules angiomateux qui ressemblent aux maladies de Kaposi. Donc, c'est la biopsie qui permet de faire le diagnostic. Les autres infections bactériennes, il y a aussi des infections bactériennes qui ont été rapportées dans la littérature, les infections cérébrales, les méningites qui sont très graves. C'est une cause majeure de morbidité et mortalité. Il y a aussi les endocardites qui sont surtout fréquentes chez les patients, les usagers de drogue. Le Staphylococcus aureus, c'est l'agent pathogène le plus important. Donc, je conclus pour dire que la thérapie antirétrovirale a permis de réduire les infections opportunistes, d'améliorer l'espérance de vie des patients infectés par le VIH, mais ce sont des patients qui ont plusieurs comorbidités qui les amènent à avoir des infections bactériennes, surtout non-classant SIDA sévère. Donc, il est très important d'identifier. Malheureusement, dans notre contexte, on n'a pas d'identification bactériologique, on ne connaît pas le spectre, le profil bactériologique de ces infections. Il faut identifier l'agent pathogène. L'usage des antibiotiques doit être bien discuté, adapté en ciblant l'agent pathogène responsable. Et il faut associer à ça la prophylaxie primaire pour la tuberculose latente. Il faut associer aussi le vaccin antipneumocoque et le vaccin anti-grippe pour pouvoir améliorer le pronostic de ces infections bactériennes. Merci pour votre attention. Merci, professeur Malih, pour cette excellente présentation qui nous a donné un panorama sur les infections bactériennes dans les VIH. Alors, j'appelle maintenant professeur Alga de l'hôpital militaire de Rabat pour nous présenter la corticothérapie en maladies infectieuses. Et je profite du micro, bien sûr, pour féliciter nos collègues pour la création de cette association, l'association olympique. Donc, je vous souhaite excellent congrès et grand succès pour vos prochains événements, Inch'Allah. Vous avez 15 minutes, professeur Gad. Bonjour tout le monde. Donc je présente, je suis Dr Gad, je suis infectiologue à l'hôpital militaire, service maladies infectieuses.
Donc voilà, d'abord je remercie, pour faire vite, je vais remercier rapidement pour gagner du temps, donc de m'avoir invité pour participer. Et je vous souhaite vraiment la réussite à cette association. Donc voilà, la corticothérapie et infection. Donc on va parler de la place de la corticothérapie dans la prise en charge des infections. J'ai mis indication, mais pas contre-indication, non indication, parce qu'après chacun, vous allez voir, c'est pas très contre-indiqué, mais c'est à donner cas par cas. Donc, pour commencer, à guise d'introduction, je pense qu'on est tous d'accord que l'enseignement traditionnel nous a vendu la corticothérapie comme une arme anti-inflammatoire puissante contre les maladies auto-immunes, les maladies rhumatismales, les affections, les hémopathies malignes, mais ils nous ont toujours appris qu'il faut faire attention avec les infections, jamais donner de corticoïdes avec une infection, faire gaffe, il faut faire attention. Mais bon, après, on a bien un petit peu compris le mécanisme des maladies infectieuses, on a bien compris que c'est pas le microbe qui en est responsable, c'est toute la stimulation du système immunitaire. Et donc voilà, donc la corticothérapie a vraiment apporté du bénéfice par rapport aux infections. Donc voilà les corticoïdes, un mot sur le mot d'action, parce que bon, on va en parler, on va connaître un petit peu les mécanismes d'action. Donc rapidement, on sait très bien que les corticoïdes sont sécrétés par les corticosurrénales, ont de multiples actions physiologiques, la réponse immunitaire, métabolisme glucidique, protéique, ionique et phosphocalcique. Donc à travers ces actions, donc des chercheurs ont pu avoir, d'ailleurs ils ont eu le prix Nobel, ils ont pu transformer ce cortisone endogène en une molécule thérapeutique qui a une action anti-inflammatoire, immunomodulatrice, avec la régulation de survie, de la prolifération et de la survie cellulaire. Donc c'est une molécule qui a donné sa satisfaction. Donc comment cette molécule va entraîner toutes ces actions assez formidables. Donc, deux mécanismes. On va retenir surtout les effets génomiques parce que c'est l'effet le plus prédominant. Donc comment on fait? Donc, la cortisone, la molécule va pénétrer dans la cellule. Après on va voir un schéma juste pour expliquer. Donc la molécule va entraîner dans la cellule. Donc sachant que le cortisone il peut entrer dans plusieurs cellules, ça lui fait donner un effet tout azimut. Donc c'est pour ça qu'il a une activité et c'est pour ça qu'on a des effets indésirables. Donc la molécule va entrer dans la cellule, elle va se lier à un récepteur, c'est le récepteur pour les glucocorticoïdes. Donc après, soit il va aller jusqu'au noyau, puis après, soit il va activer la transcription de gènes, ça on va appeler la transactivation. Sinon, il va inhiber la synthèse de certains gènes. Puis après, on aura l'action. Les gènes, ça peut être, par exemple, pour la transactivation, ça va activer la synthèse du TNF-alpha. Donc, on connaît très bien le rôle du TNF-alpha. Juste un exemple pour la transrépression, donc ça va inhiber la synthèse des interleukines 6 et on aura une baisse de l'inflammation. Donc, on a dit qu'une régulation transcriptionnelle, donc elle agit sur le génome, sur l'ADN. Et puis après, elle peut agir en post-transcriptionnel, donc elle va inhiber l'ARN messager. Et dans ce cas, on aura l'ARN messager qui ne va pas être traduit, on n'aura pas la synthèse de la protéine. Donc après, il y a un effet qui est non génomique, qui n'est pas très prédominant, mais ça se voit surtout avec des fortes doses de corticoïdes. C'est la molécule, elle va agir sur la cellule, soit elle va la tuer, soit elle va la stimuler pour sécréter quelques molécules, l'histamine et autres. Donc voilà, sur ce schéma, on va voir la molécule, elle entre, elle se lie à un récepteur, sans entrer dans les détails parce que juste pour parler du mécanisme, c'est très compliqué. Donc après, on va juste parce que il y a plein de molécules, il y a plein de co-récepteurs. Donc il y a deux types de récepteurs. C'est le GR-alpha, le GR-bêta. Le GR-bêta, elle a un effet inhibiteur. Donc c'est ce récepteur-là qui va être amené à l'intérieur du noyau. Puis après, on aura une transcription ou une transactivation ou une transrépression. Donc voilà, puis après, l'effet non génomique, la molécule va juste avoir un contact avec la cellule et c'est après les communications, elle va soit sécréter des molécules, soit être tuée, soit être lysée. Donc après, concernant l'activité transrépressionnelle, on a dit donc ça peut être des effets anti-inflammatoires, immunomodulatrices.
réactivité transactivatrice et les effets métaboliques et pro-viraux. Attention parce qu'il y a des gènes intégrés dans les génomes. Après, cette activation, elle peut activer la réplication d'un virus, ça peut être le VIH, CMV, EBV et tout ça. Donc tout ça, ça donne, c'est une arme toujours à double tranchant, donc toujours il y aura des complications. Et donc il faut savoir que parfois, en matière de réponse, on a une différence de réponse par rapport aux corticoïdes, et c'est dû au récepteur de corticoïdes qui est à l'intérieur, en intracytoplasmique. Donc on aura soit une concentration, ça dépend de l'affinité et de la concentration, c'est pour ça qu'on aura une différence de réponse entre les individus. Donc juste un petit mot sur le nouveau corticoïde, ce qui se fait maintenant, c'est d'essayer d'avoir des molécules qui ne font que la transrépression, parce que, comme on a dit, la transactivation, c'est surtout les effets métaboliques, c'est tout le métabolisme glycidique, tout ça. Donc on va essayer d'avoir juste la répression des interleukines et des molécules qui sont responsables de l'inflammation. Je pense que on a déjà ces molécules dans le traitement de l'asthme chez les patients qui prennent des corticoïdes au long cours. Donc sinon, il y a des recherches sur des molécules qui vont agir sur le récepteur du corticoïde intracytoplasmique pour augmenter son affinité aux cortisone naturel. Donc on n'aura pas besoin de prendre encore des corticoïdes. Ça, c'était juste un rappel pour le mode d'action. Donc un petit mot sur la classification des corticoïdes. Vous voyez, la cortisone, c'est la molécule naturelle, donc on ne l'utilise pas dans le processus infectieux, surtout pour la substitution en cas d'insuffisance surrénalienne. Donc je tiens à souligner la dexaméthasone, c'est une molécule, c'est la meilleure molécule dans notre contexte de maladie infectieuse. Vous voyez, elle a un effet anti-inflammatoire qui est multiple par 30, elle n'a pas d'effet minéralocorticoïde, elle a une demi-vie qui est assez longue. Donc c'est la meilleure molécule pour traiter les infections, pour gérer les processus inflammatoires qui accompagnent l'infection. Donc il y a après le méthylprédnisolone, le prédnisolone, le prédnisone. Donc voilà, juste pour savoir, ces molécules-là, c'est très intéressant, mais insister sur la dexaméthasone, c'est la meilleure molécule pour gérer ce qu'on va parler. Donc, quand les corticoïdes, donc les complications de l'infection, donc le choc septique et le SDRA, donc sachez que lors du choc septique, on ne va pas en parler parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu long, et parce que le choc septique, c'est un problème avec les surrénales et tout ça. Donc, et pour le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est pas indiqué, il y a des indications particulières. Nous, on va se concentrer avec les complications locales de l'infection, tout ce qui est vascularite, œdème, pour les infections qui donnent des évolutions fibrosantes. Donc, on va commencer par les méningites. C'est les infections qui ont plus un protocole qui est bien établi. Donc voilà. Vous savez très bien que le SL, il est pauvre en cellules immunitaires, donc si on a une méningite bactérienne, on va introduire un antibiotique, l'antibiotique va liser la bactérie, et la bactérie va donner des fragments bactériens, puis après on aura une cascade d'inflammation, cytokines et tout ça, donc voilà, et ça va augmenter la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, on aura l'œdème cérébral, l'hypertension intracrânienne, les troubles de conscience, un passage en réanimation, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner un anti-inflammatoire au moment de l'introduction de l'antibiotique. Sinon, si on donne un peu retardé, il y aura déjà la cascade d'inflammation qui a commencé, et le corticoïde, il va pas agir correctement. Donc la dexaméthasone va bloquer la production du TNF-alpha, donc on a dit comme par un mécanisme par transactivation, et de l'interleukine 1, elle va réduire l'œdème cérébral, il mettait l'augmentation des lactates et leucocytes. Donc, mais il faut toujours donner simultanément, à la première avec l'antibiotique ou juste avant, parce que voilà, on a bien compris pourquoi. 2 études qui ont été réalisées, juste pour faire la différence. Cette étude a été réalisée en Europe, donc un pays développé. Donc il y avait 301 patients, il y avait déjà on a des diagnostics, le pneumocoque, le méningocoque. Voilà, l'évolution elle est claire, donc sur le plan mortalité, sur le plan neurologique. Voilà, donc le protocole il a été suivi, 10 mg toutes les 6 heures pendant 4 jours. Vous allez voir après, on va voir une autre étude dans un pays qui est en voie de développement. Il y a une grande différence, parce que voilà, donc dans les pays développés, on a
on a le diagnostic qui est évident, on a la rapidité d'accès aux soins, on a tout ça. Donc après, dans les pays en voie de développement, on a un retard, le patient traîne avec la fièvre, avec les méningites, et après, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc voilà, cette étude-là, elle est réalisée en Vietnam, 435 patients. Donc il y avait 69% des méningites prouvées. Donc ils ont pu avoir un protocole d'hexaméthasone 0,4 par kilo par 2 heures. L'essentiel, c'est pas le même protocole, mais voilà. Donc les méningites prouvées, il y avait une diminution de risque, mais il y avait trop de décès, trop de complications, probablement liées à un problème de diagnostic ou un problème d'accès de soins. Donc juste pour dire que voilà, les corticoïdes, oui, mais en général, pour la méningite, c'est la rapidité d'accès aux soins qui sauve le patient. Les corticoïdes, c'est un traitement adjuvant, mais voilà. Donc l'accès aux soins, il est très important en matière de méningite. Donc voilà le protocole pour la dexaméthasone. Il est indiqué surtout chez les patients qui ont une méningite bactérienne prouvée ou suspectée. Donc on ne va pas le donner chez un patient qui a déjà reçu des antibiotiques. On ne va pas le donner chez un patient qui a une hypersensibilité aux corticoïdes. On ne va pas le donner chez un patient qui a un traumatisme crânien ou une fuite du SR. Donc ça c'est sûr. Donc et bien sûr on va pas donner dexaméthasone mais avec une autre formule avec hydrocortisone s'il est en choc septique ou s'il a un choc septique. Voilà. Donc ça, pour la méningite bactérienne, le protocole, il est clair, toutes les articles, toutes les recommandations parlent de la même chose, donc c'est bon. Pour la méningite bactérienne, on a quand même le protocole, et il faut juste le suivre. Donc la deuxième infection que j'ai choisie, c'est les pneumopathies bactériennes, les pneumopathies aiguës communautaires. Donc malheureusement, il n'y a pas de consensus concernant la corticothérapie au cours des pneumopathies. Donc pour moi, il n'y a pas d'indication à donner des corticoïdes pour traiter des pneumonies communautaires bactériennes, même si sévères. Après, si le patient il passe en SDRA ou si il fait un choc septique, il aura des corticoïdes, mais dans un autre but. Donc plusieurs études ont été réalisées, il n'y a vraiment pas de bénéfice en matière de corticoïdes dans les pneumonies. Donc pas de corticoïdes pour moi, pour tout ce qui est pneumonie aiguë communautaire. Donc pour la tuberculose, donc on va pas rappeler que dire que la tuberculose donc elle est fréquente, on est dans un pays d'endémie, ça peut avoir des effets à court terme miliaires, hypoxémiante, hydrocéphalie, vascularite, tout ça, donc une péricardite constructive. Donc la tuberculose il y a une grande part du système immunitaire dans l'inflammation du système immunitaire, donc on aura besoin sûrement de corticoïdes. Donc commençons par la péricardite, c'est un sujet controverse, ça permet de réduire la mortalité, réduire le risque de passage vers la constriction. Donc la dose recommandée c'est 1 mg kg de prednisolone, mais voilà, donc c'est pas toujours bon, c'est pas toujours comme on veut. Donc j'ai choisi pour vous deux études. Vous allez voir que c'est des études qui sont anciennes parce que dernièrement on commence plus à faire des études sur les corticoïdes et la maladie infectieuse. Toutes les études, c'est des études un peu anciennes, mais quand même ça permet de rendre service. Donc c'est une étude randomisée, double aveugle, 243 patients. Donc il y avait une péricardite tuberculeuse, donc ils ont pris des corticoïdes. Après on va évaluer la survie à 24 mois. Donc effectivement, il y a une bonne amélioration. L'amélioration était plus rapide chez les patients qui ont pris les corticoïdes cliniques qui n'ont pas eu à faire au chirurgien, donc ils n'ont pas eu de péricardectomie que dans 21% des cas. Donc la mortalité, elle était quand même un peu diminuée, 4% par rapport au placebo. Donc, et la normalisation, elle était à peu près la même chose au-delà de 24 mois. Et à 10 ans, il n'y a pas de signification en matière de décès. Donc voilà, on peut déjà en conclure que voilà, la péricardite, et c'est déjà recommandé, la corticothérapie a ses effets sur la péricardite tuberculeuse. Donc, une autre étude... voilà, ça c'est la péricardite associée chez les patients VIH. Donc sans pouvoir un petit peu, on n'a pas trouvé sur les études, il n'y a pas trop de bénéfices pour le patient VIH. Donc pour nous, il vaut mieux ne pas donner de corticoïdes dans la péricardite tuberculeuse chez le patient affecté par le VIH, parce que le bénéfice-risque n'est pas bon. Donc
c'est pas la peine de donner. Donc ce qui est recommandé, c'est surtout les péricardites tuberculeuses, c'est les patients non VIH. Donc la méningite tuberculeuse, donc on sait très bien, voilà, donc c'est la forme la plus grave de l'infection par le BK. Donc il y a une réaction lymphocytaire avec des cytokines, il y a une arachnoïdite qui va donner une arachnoïdite de base avec des vascularites qui va donner une hétérocéphalie, artérite, infarctus cérébraux, des paralysies crâniennes. Donc on sait très bien le tableau de méningite. On a tous vu des méningites tuberculeuses, c'est un tableau assez grave. C'est le BK, mais aussi c'est l'inflammation. Donc on va agir et sur le BK et sur l'inflammation. Donc c'est recommandé. Donc la corticothérapie va diminuer la réponse inflammatoire, va réduire l'œdème, va réduire l'inflammation vasculaire pour éviter tout ce qui est artérite, vascularite. Mais le problème, c'est qu'il va aggraver la réponse immunitaire vis-à-vis du BK, du mycobactérie. On aura une réponse un peu moindre. Les antibacillaires auront du mal à passer parce que voilà, donc la barrière hématoencéphalique on n'est plus dans l'état inflammatoire qui permet leur passage. Et bien sûr les effets secondaires parce que c'est une corticothérapie qui est quand même à peu près un mois de forte dose avec un mois de dégression. Donc quand même on aura des effets indésirables. Donc les bénéfices, sur toutes les études, on a trouvé que le bénéfice il est bon. Il est bon à tout tranche d'âge, toutes sévérités confondues, chez l'enfant, chez l'adulte. Donc on peut conclure que voilà, donc la corticothérapie elle est indiquée dans la méningite tuberculeuse, pas chez le patient VIH. Sur les études aussi, il y a pour le bénéfice, vu les complications que peut avoir le patient VIH, il faut éviter la corticothérapie. Donc on va la préconiser chez le patient non VIH et chez le patient VIH, donc on va se contenter de traitement antibacillaire et de la restauration immunitaire. Donc le protocole, comme j'ai dit, la dexaméthasone, c'est le meilleur protocole. Donc 12 à 16 mg pendant 3 semaines, puis une dégression sur 3 semaines. Et puis après, ou sinon la prédnisolone, donc c'est ce qu'on utilise nous, 60 mg pendant 3 semaines, puis dégression sur 3 semaines. Donc essayez de faire une dégression rapide pour éviter les complications. Donc j'ai trouvé que c'est la deuxième infection qui a un protocole bien établi de corticoïdes. Donc un cas clinique rapidement, mais ça va nous prendre un peu de temps, c'est juste pour arriver à la miliaire tuberculose. Pour la miliaire tuberculose, on n'a pas trouvé de fortes études pour l'indication de la corticothérapie. Ce cas clinique, il montre juste une femme qui est venue aux urgences avec un état de détresse respiratoire. On trouve une fibrose pulmonaire et on a fait le diagnostic d'une décompensation aiguë de fibrose. On lui donne les corticoïdes, ça marche. Puis après 8 jours, il revient avec un tableau aussi grave. Puis après, on découvre qu'elle a une tuberculose hématopoïétique. On va trouver des barres au tubage gastrique. Donc ça montre que la miliaire tuberculeuse, elle agit. On a une réponse à la corticothérapie, mais elle est courte et c'est surtout sur l'oxygénation. Donc pour les miliaires, j'ai pas trouvé assez d'études fortes concernant l'indication. Donc c'est des cas cliniques, c'est des cas par cas, mais voilà. Donc pour l'oxygénation, c'est des miliaires tuberculeuses qui sont hypoxémiantes. Oui, il faut donner les corticoïdes, 60 à 80 mg. C'est le même protocole à peu près comme la pneumocystose. Donc miliaire hypoxémiante, pas la miliaire qui n'a pas d'entrissement respiratoire. Donc la tuberculose ganglionnaire. Donc on ne donne pas de corticoïdes au cours de la tuberculose non compliquée. On peut la discuter dans la réaction paradoxale où ces adénopathies sont compressives à la dose de 0,5 mg kg jour le premier mois. Donc, les précautions, il faut être certain du diagnostic, la durée doit être brève, les mesures hygiéniques et tout ça. Donc, sachant que la rifampicine, elle augmente un petit peu, il faut augmenter un petit peu la dose de corticoïdes. Tuberculose pleurale, donc 3 études sur la tuberculose pleurale. Ça permet la résolution des facteurs, des signes fonctionnels, la douleur, la dyspnée et tout ça. Donc, mais pas de réduction sur le chronique, sur l'épaississement pleural résiduel. Sur la fonction pulmonaire et sur la réduction de la mortalité. Donc on peut l'indiquer pour un petit peu améliorer la symptomatologie fonctionnelle, mais on ne va pas améliorer l'évolution. Toujours, elle n'est pas indiquée chez le patient VIH parce que toujours le bénéfice-risque n'est pas bon.
Donc le syndrome de restauration immunitaire, on le connaît très bien, donc c'est pas la peine qu'on entre dans les détails. Voilà, on va traiter un syndrome de restauration immunitaire par des AINS. Parfois, parfois juste l'abstention, parfois les AINS, parfois des corticoïdes, mais on va donner des corticoïdes surtout dans les formes un peu sévères, mais il y a une indication quand même sur les manifestations pouvant justifier une réanimation. Donc là, il y a une indication pour les corticoïdes, mais il n'y a pas de schéma validé. J'ai trouvé quelques schémas à droite et à gauche, c'est 1 mg kilo par jour pendant 2 semaines. Donc puis après, ça dépend des écoles. Donc la pneumocystose aussi, c'est une indication formelle de la corticothérapie si on a une pression artérielle, si on a les PO2 inférieurs à 70. Donc le schéma, c'est de 40 mg fois 2 par jour de J1 à J5, puis après 40 mg à J6, avant d'arriver puis 20 mg jusqu'à J20. Donc ça a été prouvé. Donc juste pour dire que voilà. Donc après, il y a aussi le mécanisme de lyse de cystis du champignon après l'introduction du Bactrim. Et après, on aura une aggravation de la fonction respiratoire. Donc attention, parfois, le patient, il va bien, mais après l'introduction du Bactrim, il commence à avoir une détresse respiratoire. Donc d'où l'indication de rester vigilant et d'introduire la corticothérapie. Donc pneumocystose, oui, corticothérapie, c'est formel. Donc on le fait, c'est le quotidien. Donc juste pour prouver qu'il y a des études qui ont montré l'efficacité sur tous les plans concernant la neurocysticercose. Donc c'est une neuroparasitose avec laquelle on doit traiter par les corticoïdes, mais pas avec le traitement antiparasitaire. Le paludisme grave, pas de corticoïdes au cours du paludisme grave. La fièvre typhoïde, oui. Oui, la fièvre typhoïde sévère, il y a une indication à la corticothérapie. Les arthrites septiques, on a toujours du mal à traiter par des corticoïdes, mais sachez que normalement ça agit sur la douleur articulaire, la limitation des mobilités, la durée d'antibiotiques, l'évolution. Donc c'est bénéfique les corticoïdes. Les dermohypodermites non nécrosantes, il y a des études qui parlent d'une petite amélioration clinique. Les otites moyens chroniques, ça améliore chez l'enfant. Pas d'indication. Le tétanos, plusieurs études n'ont pas révélé dans le tétanos sévère l'indication ou l'efficacité des corticoïdes. Zona, oui, ça peut marcher, ça diminue la douleur, ça soulage un petit peu le patient, mais pas d'effet sur les douleurs post-zostériennes. La mononucléose infectieuse, ça permet d'améliorer un petit peu le tableau général, mais vraiment la maladie, elle dure le temps qu'elle va durer, donc ça n'agit pas sur la durée, chose qui est importante parce que c'est une maladie qui traîne. Donc l'hépatite, ils ont essayé de donner les corticoïdes pour l'hépatite virale, c'était grave. Donc pas de corticoïdes pour traiter les hépatites virales. Les laryngites aiguës, oui, les corticoïdes. Donc les manifestations immunoallergiques, quand on va traiter une filariose, quand on va traiter une cysticercose ou une syphilis, donc les corticoïdes vont un petit peu diminuer les manifestations allergiques. Covid-19, donc j'en passe. Donc en conclusion, la corticothérapie reste un moyen thérapeutique séduisant mais mal connu. Vous avez vu, les études sont assez anciennes, assez pauvres. Donc les protocoles sont multiples. Il n'y a pas de. Donc juste pour retenir les indications, les indications indiscutables, la méningite bactérienne, la tuberculose méningite, les péricardites tuberculose et la fièvre typhoïde sévère. Traitement efficace à bénéfice à long terme dans les arthrites bactériennes. Traitement efficace sur les symptômes. Donc tout ce qu'on avait dit, les herpès, la tuberculose pleurale, les adénopathies tuberculeuses. Il est inefficace dans la bronchiolite et elle est dangereuse en cas de l'hépatite virale et du paludisme grave. Et je suis désolé, parce que quand on commence, on n'arrive plus à ça. Merci. Donc nous allons passer maintenant à la biothérapie et risques infectieux. Nous remercions le professeur Chilali de nous traiter ce sujet. Nous allons passer à la biothérapie et risques infectieux. Nous remercions le professeur Chilali de nous traiter ce sujet et vous avez aussi 15 minutes, si jamais vous ne dépassez pas. Donc je remercie rapidement l'association, les membres du bureau d'association AMPIC pour
Je les félicite d'abord pour cette journée, pour la création de leur association, et je les remercie pour m'avoir invité à participer à leur première journée, qui est très intéressante et très riche en enseignement. Donc moi, on m'a demandé de parler des biothérapies et de leurs risques infectieux. S'il te plaît, et de leurs risques infectieux. Donc, comme vous le savez, durant ces 2 ou 3 dernières décennies, il y a eu un très grand progrès scientifique en matière de compréhension de plusieurs processus immunopathologiques qui ont permis de développer un certain nombre de thérapies. Ces thérapies dites thérapies ciblées, qui ont l'objectif d'aller vraiment au cœur de la maladie pour pouvoir stopper son évolution. Et ce sont les biothérapies qui sont produites par biotechnologie. Juste une petite précision, c'est que la biothérapie, c'est pas que les biomédicaments, ça englobe les thérapies cellulaires, les thérapies tissulaires, les thérapies géniques. Mais nous, dans ce topo, on va parler juste des biomédicaments, qui sont généralement des médicaments produits à partir du vivant par des méthodes biotechnologiques. Et généralement, ce sont soit des anticorps, soit des protéines de fusion. Donc voici une liste non exhaustive des biologiques qui existent sur le marché. On a plein qu'on a actuellement au Maroc, et on a beaucoup qui ne sont pas sur cette liste, et on a beaucoup qui sont encore en cours d'évolution, et il y a beaucoup de tests thérapeutiques par rapport à ça. Ces biologiques ont montré leur efficacité dans plusieurs pathologies, dans plusieurs spécialités, commençant par la rhumatologie, la médecine interne, en passant par la gastro, la dermato, et bien entendu l'hémato-oncologie, et bien d'autres pathologies, la neuro et encore plus d'autres. Ils ont montré leur efficacité, mais ceci est au prix de plusieurs effets secondaires, notamment des effets secondaires infectieux, et ce sont des infections souvent opportunistes et des infections graves, et parfois même des réactivations d'infections jusque-là qui étaient dormantes, comme la tuberculose. Donc, depuis la généralisation de ces biothérapies, plusieurs études se sont intéressées à évaluer ce risque infectieux des biologiques. Et là, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2015 dans le Lancet, où on atteste de cet effet secondaire qui est le risque infectieux, où toutes les études finalement montrent qu'on a plus de risques infectieux sous biologiques, contrairement quand on est traité par les DMARDs, donc les thérapeutiques, les immunosuppresseurs conventionnels. Et ce risque est dépendant de la dose, et ces infections sont souvent plus fréquentes et encore plus sévères. Ce risque infectieux va dépendre bien sûr de la molécule qu'on va prescrire, donc de son mécanisme d'action, et bien sûr son impact sur la réponse immune et sa structure biologique. Donc là, juste un petit rappel sur la nomenclature des biologiques. Déjà, le nom du biologique va nous donner une idée sur la structure du biologique. Donc, quand on a le suffixe MAB à la fin, ça veut dire que c'est un anticorps monoclonal. Quand on a le suffixe sept à la fin, ça veut dire que c'est une protéine de fusion, comme l'étanercept par exemple. Et quand on a le suffixe R à la fin, ça veut dire que c'est un antirécepteur, et c'est une protéine. Donc là, dans ce schéma, on va faire un petit focus surtout sur les maladies inflammatoires. Donc notre domaine, comme j'ai dit, les biothérapies, on les a même en oncologie, mais on va parler surtout des biologiques dans les maladies inflammatoires et auto-immunes. Donc le biologique, là c'est un schéma qui montre un petit peu les différentes cibles des biothérapies indiquées dans ces maladies inflammatoires. Donc le biologique va avoir pour but d'aller bloquer les cytokines. Le pointeur s'il vous plaît. D'aller bloquer les cytokines ou des cellules, d'aller entraîner une déplétion d'une population cellulaire, ou de bloquer une interaction entre deux cellules. Tous ces éléments sont impliqués directement ou indirectement dans l'éthiopathogynie de ces maladies. Donc il va aller bloquer ces cytokines ou interactions cellulaires ou ces populations cellulaires pour stopper l'évolution de ces pathologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cytokines, ces cellules ou même ces interactions cellulaires, on les a à l'état normal, et ils jouent un rôle très important dans l'homéostasie de la réponse immune. Et donc le biologique aura la tâche très difficile de bloquer cet effet pathologique de ces cytokines ou ces cellules ou ces interactions, tout en préservant une fonction normale pour avoir une réponse immunitaire normale, chose qui n'est pas toujours facile. Et du coup, qu'est-ce qu'on va nous créer par ces traitements? On va entraîner un déficit immunitaire, soit cellulaire, soit humoral, soit les deux. Ça, c'est important
à préciser parce qu'à chaque déficit immunitaire, je pense, les spécialistes du déficit sont là avec nous, à chaque déficit, ces agents pathogènes. Et donc, à chaque biologique, il y aura des agents pathogènes également. Donc, plus de tuberculose et plus d'infections granulomateuses avec les anti-TNF. Contrairement à l'anti-IL-6, on aura plus de bacilles gram-négatifs ou de staphylocoques avec également quelques infections virales. Pour l'anti-CD20, il y aura plus d'infections du tractus urinaire avec des infections également pulmonaires et beaucoup plus de risques de réactivation d'hépatite virale B. Et pour les anti-IL-17, il y aura plus de risques de candidose. Donc vous voyez que le spectre des infections diffère en fonction du biologique qu'on va prescrire. Et même quand on est au sein de la même famille du biologique, le risque est différent en fonction de la structure de ce biologique. Par exemple, pour les anti-TNF-alpha, quand on a un anticorps monoclonal, cette étude s'est intéressée à comparer le risque d'infection granulomateuse, parce qu'il n'y a pas que la tuberculose comme infection granulomateuse qu'on peut observer. Donc le risque d'infection granulomateuse est beaucoup plus important avec l'anticorps monoclonal qu'avec la protéine de fusion. Pourquoi? Parce qu'avec cet anticorps monoclonal, il va aller fixer le TNF là où il est, dans la circulation sanguine, sur les cellules, il va fixer tous les anti-TNF et cette réaction, elle est irréversible, contrairement à la protéine de fusion qui va s'intéresser au TNF de surface, donc c'est un anticorps antirécepteur. Donc il y aura quand même une partie résiduelle du TNF dans la circulation qui va continuer à jouer son rôle normal dans la réponse immune. Et en plus, cette interaction est irréversible. Donc du coup, on pourra toujours restituer un effet immunologique de ce TNF qui va jouer son rôle donc, dans la réponse immunologique contre les infections, surtout granulomateuses, parce que le TNF joue un rôle très important dans l'homéostasie du granulome. Donc là, c'est parce que c'est notre bête noire avec les biologiques, c'est la tuberculose. Donc, beaucoup plus de risque de tuberculose avec les anticorps monoclonaux, donc les anti-TNF, un peu moins avec les protéines de fusion et bien sûr avec l'anti-IL-6, et beaucoup moins de risque de tuberculose avec les anti-CD20, les anti-IL1, les anti-IL-17 et les anti-IL12-23. Je vais un petit mot sur Covid, donc, parce qu'il y a eu une grande polémique au début de la pandémie. On a été inondé par les malades. Fallait-il arrêter les traitements qui étaient déjà là? On ne savait pas quoi faire et souvent ce sont des maladies chroniques, on ne pouvait pas arrêter le traitement. Et d'ailleurs, toutes les études, par la suite, on a eu du recul et toutes les études ont montré qu'il n'y a que le rituximab, l'anti-CD20, qui a été associé avec un risque de réactivation ou d'infection au Covid qui est sévère, avec un risque mortel. Et donc là, et c'est le seul traitement avec lequel on recommande, ce sont des malades qui sont prioritaires à la vaccination et chez qui on recommande la 3e dose. Bien sûr, il faut leur donner un vaccin ARN messager. Donc on va voir dans la vaccination. Donc, on a parlé de la molécule qui intervient directement dans ce risque infectieux avec les biologiques, mais il n'y a pas que la molécule. Il y a d'autres facteurs qui vont avoir un rôle dans ce risque infectieux, notamment les données épidémiologiques. Malheureusement, on n'a pas eu la première présentation qui allait nous parler de la cartographie des infections au Maroc. Donc, là, j'ai pris l'exemple de la tuberculose. Par exemple, dans un pays d'endémie tuberculose, il y a plus de risques de tuberculose ou de réactivation de tuberculose sous-biologique. Et ça ne concerne pas que la tuberculose, ça concerne toutes les infections, qu'elles soient virales, bactériennes ou parasitaires. Le risque est plus important quand on est dans un pays d'endémie. À côté des données épidémiologiques, donc de chaque germe, il y a des données intrinsèques qui sont directement liées aux patients. Ce sont des facteurs surajoutés, notamment la maladie traitée elle-même. Et nous, on traite des maladies auto-immunes. Ce sont des maladies déjà qui entraînent un déficit immunitaire et même certaines maladies inflammatoires prédisposent à l'infection, comme le montre donc cette étude qui s'est intéressée à comparer la survenue d'infections chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et non atteints de cette pathologie. Et là, le risque est largement plus important chez les patients, contrairement aux témoins. Un autre élément de risque très important, c'est l'âge des patients. Plus on avance dans l'âge, plus on est prédisposé à faire de l'infection. Donc l'âge supérieur à 65 ans est un facteur
indépendant du biologique qui va prédisposer à l'infection, comme le montre donc cette étude. Donc beaucoup plus d'infections quand on est âgé. Les traitements immunosuppresseurs associés, et souvent les traitements biologiques, ce n'est jamais un traitement de première intention, c'est souvent un traitement de première, troisième intention. Donc ce sont des malades qui ont déjà reçu de la corticothérapie et qui gardent souvent une dose résiduelle et qui ont déjà reçu également des immunosuppresseurs. Donc attention aux associations. Donc plus déjà la corticothérapie, et c'est un effet dose dépendant, plus la dose est importante, plus le risque est important. Et là, quand on a des facteurs de risque surajoutés, le risque est encore plus important. Bien sûr, dans ces facteurs de risque, il y a également les comorbidités, notamment la pathologie pulmonaire, les bronchopneumopathies obstructives et l'insuffisance rénale. Et bien sûr, toujours, il y a les antécédents infectieux du patient. Le passé infectieux, soit qu'il a fait une pathologie, il y a toujours un risque de réactivation, soit qu'il a une pathologie évolutive actuellement, donc avant la prescription de ce biologique. Donc, pour tout ça, il va falloir suivre une stratégie de minimisation de risques infectieux chez ces patients chez qui on va prescrire des biologiques. Et là, j'ai trouvé ce tableau très intéressant parce qu'on a plusieurs registres qui se sont intéressés aux complications infectieuses sous biologiques. Et on remarque qu'avant 2013, aussi bien pour les infections sévères, pour l'herpès que pour la tuberculose, le risque était très important sous biologique, contrairement au SD-MARS ou dans la population générale. Et après 2013, il n'y a pas de différence significative. Et ceci a une explication, c'est que depuis qu'on a commencé à adopter une approche préventive de ce risque infectieux sous biologique, les infections, l'incidence des infections sous biologique a beaucoup diminué. Donc, même chose ici, les premières publications concernant la tuberculose sous biologique, c'était sous anti-TNF, c'était en 2001, et depuis 2002, donc des experts associant donc internistes, rhumatologues, infectiologues, dermatologues et gastrologues se sont réunis et ils ont établi une stratégie de screening pour minimiser le risque de tuberculose. Et depuis qu'on a commencé à adopter cette stratégie, donc regardez, on a pu réduire le risque de réactivation d'une tuberculose de plus de 80%. C'est vrai, on n'a pas atteint le chiffre 0, mais quand même 80%, c'est énorme. Donc, quelle est cette stratégie préventive ou de minimisation de risques infectieux qu'on va adopter avant de prescrire un biologique? Donc, on va d'abord commencer par évaluer le risque infectieux. Et puis, il va falloir gérer ce risque. Et là, je souligne la balance bénéfice-risque, c'est très important. Est-ce que le biologique est indispensable à prescrire? Et je vais vous raconter je la raconte toujours aux résidents. On a eu, il y a 2 ans, un malade qui traînait, qui vivait normalement avec un ulcère de jambe. Il n'y avait pas de problème. Il vivait avec son ulcère depuis, je pense, 5 ans. Et il a eu la malchance de consulter un interniste qui pose le diagnostic d'une cryoglobulinémie. Donc cet ulcère était en rapport avec une cryoglobulinémie, c'est très forte suspicion d'un lymphome. Et donc on indique un biologique. On indique le MabThera, l'anti-CD20, chez ce patient, et il décède dans un tableau de choc septique. Il vivait très bien avec sa cryo, et nous, on vient créer un déficit immunitaire. En plus, c'était un patient qui était âgé. Il était diabétique. Il y avait plusieurs facteurs de risque. Il fallait qu'on établisse cette balance bénéfice-risque. Qu'est-ce qu'on va apporter à ce patient de plus, et quels sont les effets délétères du traitement qu'on va lui apporter. Et bien sûr, après, il va falloir adopter une attitude préventive. Donc, quel est le bilan infectieux pré-thérapeutique qu'on va réaliser avant de prescrire ce biologique? Ça va commencer d'abord par un interrogatoire du patient, donc les antécédents infectieux, une prothèse, les séjours dans des zones géographiques, on a parlé de l'épidémiologie, les comportements à risque et bien sûr le statut vaccinal qu'il va falloir revoir, examen clinique complet et bien sûr des examens de laboratoire. Pour la tuberculose, c'est le quantiféron, beaucoup plus le quantiféron que l'IDR, parce qu'on sait que l'IDR risque d'être négatif, ce sont des patients immunodéprimés. Donc, quantiféron, si il est négatif, donc on est à l'abri. Quoique, on est un pays d'endémie, théoriquement, il va falloir le répéter toutes les années. S'il est positif, donc il va falloir trancher. Est-ce que c'est une tuberculose maladie ou tuberculose latente? Donc, on fait un examen clinique et un bilan radiologique. Tuberculose maladie, biologique contre-indiquée jusqu'à traitement de cette tuberculose. Tuberculose latente, il va falloir proposer un traitement préventif. Pardon? Oui, c'est la même chose.
Donc, l'hépatite B, là, on va demander un profil sérologique complet et on va agir en fonction du profil sérologique du patient, bien sûr en concertation avec nos amis hépatologues et infectiologues. Et là, cet arbre décisionnel qui nous dit un petit peu, donc là, la tuberculose, on en a parlé. Juste un mot pour le traitement préventif, c'est généralement la rifampicine et l'isoniazide pendant 3 mois. 10 mg de rifampicine, 5 d'isoniazide. Sinon, c'est la rifampicine avec la pyrazinamide pendant 2 mois. Sinon, c'est l'isoniazide tout seul pendant 6 mois. Donc, on a le choix entre ces différentes... Après, il y a le bilan infectieux à chercher, bien sûr, la sérologie rétrovirale. Infection rétrovirale contre-indique la prescription du biologique et toutes les sérologies des autres infections possibles. S'ils sont négatifs, donc on est tranquille, bien sûr, il faut conseiller le malade. S'ils sont positifs, faire attention, on risque d'activer certaines infections latentes, donc c'est au cas par cas. La vaccination, donc l'idéal c'est de la réaliser avant la prescription du biologique, donc revoir le statut vaccinal des malades et le mettre à jour. Au cours du traitement, donc les vaccins vivants sont contre-indiqués au cours du traitement. Les vaccins les plus conseillés, c'est le vaccin antiviral annuellement, le vaccin anti-pneumocoque qu'on va répéter tous les 5 ans. Si on est obligé de mettre un vaccin vivant, il faut arrêter le traitement, attendre 3 mois, vacciner, puis attendre 3 semaines avant de le reprendre. Et puis, est-ce qu'on peut finalement... Pardon, ça passe pas? Ça passe plus. Voilà. Donc, et puis, finalement, même avec tout ça, on ne peut pas tout prévenir. Donc, il y a un certain nombre d'attitudes à suivre chez ce genre de patients. Ne surtout pas oublier de vacciner l'entourage. Le patient est avec un entourage qui risque de le contaminer. Recommandations de style de vie. Ce sont des patients qui sont plus prédisposés à faire des infections. Donc, attention à ce qu'on mange. Éducation sanitaire, lavage des mains, attention aux animaux de compagnie, surtout les animaux qui ne sont pas vaccinés, et bien sûr, éduquer le malade pour consulter au moindre signe d'appel, surtout une fièvre ou au moindre signe d'appel d'infection. Alors, donc, pour conclure, donc, je dirais que les biothérapies exposent bien sûr un sur-risque d'infection. Ce sont des infections qui sont généralement précoces. Il faut faire attention durant les 3 mois après la prescription. Et bien sûr, ce sont souvent des infections sévères et des infections opportunistes. Le risque et le type de l'infection, bien sûr, il dépend du biologique prescrit, mais également de la carte épidémiologique de chaque pays et des facteurs intrinsèques de chaque patient qu'il faut chercher. Donc, une approche préventive est indispensable pour minimiser ce risque, en suivant bien sûr les recommandations dont on a parlé, et surtout informer et éduquer le patient parce qu'il faut l'associer dans cette prévention, parce que si il n'est pas conscient du risque infectieux qu'il a, donc toute notre approche finalement préventive, elle va tomber à l'eau et il va venir avec des infections parfois sévères. Je vous remercie. Diagnostic et le suivi des infections et j'appelle le professeur Nadia Kamel de CHU de Casablanca. Merci beaucoup. On m'a proposé de permuter le matin avec l'après-midi en raison des disponibilités. Je
je profite pour remercier tous les membres de l'association AMPIC et puis Monsieur le Président particulièrement, et félicitations pour ces premières journées. Voilà, donc on m'a chargé de parler de la place des marqueurs biologiques dans le diagnostic et le suivi des infections. Comme vous le savez, donc quand on dit marqueurs biologiques, les marqueurs biologiques, ce n'est pas ce qui manque dans le sang quand il y a un processus infectieux dans l'organisme. Donc là, il fallait un petit peu cerner le thème. Et donc, je vais parler des marqueurs biologiques qu'on utilise en pratique courante et qui sont accessibles, qu'ont l'habitude de demander les cliniciens. Donc, pour les aider dans la prise en charge de leurs patients, prise en charge pour le diagnostic et le suivi. Avant tout, donc, je voulais revenir sur la définition de, pas l'infection, mais plutôt les stades un petit peu plus graves. C'est des infections compliquées que sont le sepsis et le choc septique, pour dire que la définition a été revue au fil des années pour aboutir à cette dernière version, enfin cette dernière définition qui a été établie en 2016. Donc le sepsis est défini parce qu'avant il y avait entre sepsis et choc septique, il y avait le sepsis grave. Le sepsis grave qui n'est plus utilisé aujourd'hui dans la définition de ces infections. Alors, le sepsis est défini par une infection associée à un dysfonctionnement d'organes lié à une réponse déréglée de l'hôte à cette infection. Alors que le choc septique est défini par le sepsis qui est compliqué à un dysfonctionnement d'organes, mais en plus associe une hypotension qui reste réfractaire à un remplissage, une prise en charge thérapeutique, mais aussi à une hyperlactatémie qui va être supérieure à 2 millimoles par litre. Cette hyperlactatémie correspond, ou c'est la traduction de la souffrance tissulaire des organes lors de cette infection qui est un stade très avancé. Alors, quelles sont les conséquences de l'état de choc ? Donc, partant de là, donc, on va voir un petit peu la physiopathologie pour arriver pour pouvoir parler des différents biomarqueurs, on va dire, qui vont nous intéresser en pratique courante. Alors, la conséquence des états de choc sont d'abord une défaillance multiviscérale. Alors, ces défaillances multiviscérales, alors ça concerne les chocs en général, quelle que soit leur origine, cardiogénique ou autre, mais ça concerne également le choc infectieux. Donc, en raison de la présence de germes, il y a tout un processus inflammatoire qui est déclenché, qui va entraîner... C'est pas grave. Alors, le processus inflammatoire qui va être généralisé donc, au niveau de l'organisme, et la résultante, ça va être en raison des perturbations qui vont se produire au niveau particulièrement vasculaire, donc va se produire une altération de la vascularisation, ce qui va aboutir malheureusement à une hypoxie tissulaire généralisée. Alors cette hypoxie va concerner constamment le rein, donc le patient présentera une insuffisance rénale fonctionnelle dans tous les cas, mais aussi une défaillance respiratoire, neurologique, hématologique et également une insuffisance hépatocellulaire. Non pas seulement, donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces différentes atteintes d'organes? Donc, c'est ce qui se passe au niveau cellulaire et particulièrement au niveau de la mitochondrie qui représente le poumon de la cellule. Donc, c'est cette mitochondrie qui consomme l'oxygène ou une grande partie d'oxygène qui arrive à nos cellules pour tout simplement le faire... Alors je disais que la mitochondrie va consommer l'oxygène pour le faire interagir avec le glucose
et par conséquent donner l'ATP, plusieurs molécules d'ATP qui sont nécessaires au fonctionnement des cellules. Donc, imaginons, la mitochondrie, elle est schématisée en haut. Donc, l'oxygène est utilisé par toutes nos cellules pour produire finalement de l'ATP en résumé. Et en cas d'hypoxie tissulaire, cet oxygène ne va plus pouvoir être utilisé par cette mitochondrie. Donc, c'est le fameux cycle de Krebs. Donc, il ne va pas rentrer dans ce cycle de Krebs pour produire l'ATP nécessaire au fonctionnement cellulaire, mais plutôt, il va être dévié vers la transformation donc, en pyruvate puis en lactate. Donc, le lactate, c'est l'acide lactique. Donc, le patient va présenter cette acidose qui accompagne ou qui est à l'origine, qui est la conséquence de l'hypoxie tissulaire. Alors, ce lactate, il est utilisé en pratique courante pour nous donner une idée sur le degré de souffrance, on va dire, tissulaire et des perturbations au niveau de différents organes, comme on vient de voir. Alors, il est intéressant de le doser, de suivre sa cinétique, parce qu'il représente un marqueur du métabolisme anaérobie. Qui dit lactate augmenté, dit souffrance cellulaire. Alors, par contre, sa baisse va nous renseigner sur une bonne évolution du patient. Alors, il est spécifique, autrement dit, l'augmentation du lactate chez la personne ne va pas... il ne s'agit forcément pas d'un faux négatif. Autrement dit, ces tissus sont bel et bien en souffrance. Et puis, vu que sa clairance est parfois lente, donc ça dépend du degré d'atteinte chez le patient, il est très intéressant de faire une cinétique, un suivi de son dosage régulièrement et quotidiennement même, parce que l'évolution, donc si on voit les flèches qui sont continues envers l'évolution descendante, on va dire, ça c'est une bonne évolution de la concentration des lactates, mais malheureusement, quand le patient ne va pas bien, donc ce lactate, sa concentration va rester à des taux stables et elle risque même d'augmenter, témoignant d'une aggravation de sa situation. Alors, toujours en pratique, donc particulièrement ici, c'est la réanimation parce qu'on est en train de parler de choc septique. Donc, de choc septique, donc les cliniciens ont besoin de statuer rapidement. Sans réanimation face à l'infection, on n'a vraiment pas le temps d'attendre le résultat d'analyse, les résultats microbiologiques, etc. Tout ça, c'est très important dans la prise en charge des patients, mais dans l'urgence, il faudrait que le clinicien puisse agir. Donc, rappel, choc septique, c'est une infection liée à ou sepsis tout simplement, liée à un dysfonctionnement d'organes. Donc ici, un score est établi, c'est le score SOFA, qui va nous renseigner sur le degré de cette souffrance cellulaire et souffrance d'organes. Alors, plus le score SOFA augmente, ou à partir de 2, supérieur ou égal à 2, on va parler de sepsis. Et plus il augmente, donc le risque de mortalité va augmenter parallèlement. Et donc ici, il y a des points qui sont donnés en fonction de l'atteinte, des valeurs de la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, l'état neurologique, donc il y a le score de Glasgow, et puis sur le plan biologique, il y a le marqueur créatinine rénale avec la diurèse, et aussi le marqueur bilirubine hépatique, associé également aux plaquettes. Donc tout ceci va nous permettre de faire un calcul, donner un score qui va nous renseigner sur l'état critique ou pas de notre patient. Et voilà, comme je disais, on n'a pas le temps d'attendre les résultats, même celles du score SOFA, de bilirubine, créatinine et puis la numération sanguine. Donc, même si c'est des bilans qui ne vont pas trop tarder, mais des fois, on a besoin d'agir très rapidement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la golden hour, c'est vraiment chaque seconde face à un état de choc septique, chaque seconde compte. Et le graphe que vous voyez avec les histogrammes,
plus le temps passe, hein, en secondes, en heures, en secondes même, plus le temps passe, plus le risque de mortalité donc, augmente parallèlement. Alors, la question que va se poser ce réanimateur face à cet état septique, est-ce qu'il va introduire une antibiothérapie ? Et l'urgence, la prise en charge de son patient dépend de cette urgence ou la rapidité de ce geste. C'est pour cela qu'ils ont mis en place un autre score dit Quick SOFA qui a éliminé les marqueurs biologiques et n'a laissé que les marqueurs cliniques, enfin les points cliniques, on va dire. Alors le patient sera évalué où le Quick SOFA va comporter, c'est un score qui comporte que des données cliniques concernant notamment la fréquence respiratoire et cardiaque. Alors, ceci dit, ce timing et ces scores ne doivent être appliqués que dans la situation d'infection grave et rapidement évolutive. Parce que là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va introduire l'antibiothérapie ou pas ? Donc, et puis en raison des risques de l'antibiothérapie toxique ou le fait d'augmenter les résistances bactériennes, donc en raison de ces risques non négligeables, quand il ne s'agit pas d'une infection grave rapidement évolutive, comme l'état d'un choc septique ou d'une méningite, donc là, il est conseillé, recommandé d'attendre des résultats et de temporiser la prescription d'antibiotiques. Alors, et de là, donc la suite de ma présentation, donc, ça va concerner justement des marqueurs. Est-ce qu'il y a des marqueurs biologiques qui vont nous orienter vers est-ce que je commence une antibiothérapie ? Est-ce que si je l'ai commencée, est-ce que je vais l'arrêter ? Donc voilà. Et quand on temporise les antibiotiques et on suit de près le patient, ceci nous permet souvent de ne pas prescrire une antibiothérapie. Souvent, ça dépend de l'état du patient, mais parfois, donc, ça va nous permettre d'éviter cette prescription. Donc là, je vais aller très rapidement. Il a été conseillé également de faire un monitorage informatisé, c'est-à-dire que le clinicien, il est souhaitable qu'il ait ces données à sa disposition, données clinico-biologiques avec un monitorage informatisé. Et il y a une étude justement concernant le monitorage qui a été réalisée, qui a montré que voilà, ça va permettre une prise en charge rapide et diminuer finalement la mortalité quand le suivi se fait grâce à ce screening de score associé au monitorage informatisé. Alors, on arrive aux biomarqueurs et pour répondre à cette question, peut-on s'appuyer sur des biomarqueurs d'infection pour nous permettre Est-ce qu'un biomarqueur est capable de nous dire qu'il s'agit d'une infection bactérienne, par exemple ? Est-ce qu'un marqueur biologique est capable de nous dire est-ce que je démarre une antibiothérapie ou même si je l'ai démarré, est-ce qu'il est capable de me dire c'est bon, je suis capable de l'arrêter ? Donc là, on va parcourir un petit peu ce que c'est qu'un test diagnostique. Déjà, le marqueur, la question qu'on se pose, est-ce qu'il m'oriente vers le diagnostic d'une infection, notamment bactérienne ? Alors, un marqueur diagnostique devrait être idéalement sensible et spécifique. Et cette sensibilité devrait être égale à 1, idéalement, c'est-à-dire 100% spécifique, 100% sensible. Mais malheureusement, ce marqueur n'existe pas. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce que je fais de l'antibiothérapie ? Est-ce que je la démarre ou si je l'ai démarrée, est-ce que je l'arrête ? Donc ici, l'utilisation ou quel marqueur va me renseigner va me faire répondre à cette question tout simplement. Donc les biomarqueurs, comme je disais au début, sont très nombreux, mais plusieurs études ont montré l'intérêt de la prescription ou la demande du dosage de la CRP et de la procalcitonine en pratique courante. Donc encore d'autres études qui parlent de la CRP et la procalcitonine comme marqueurs qu'on utilise, qui sont accessibles en pratique courante.
On commence par cette CRP, donc la C-réactive protéine. Son nom déjà provient du fait qu'elle est capable de précipiter une substance qui dérive du polysaccharide C du streptocoque, d'où l'appellation C-réactive protéine. C'est une protéine qui réagit avec ce polysaccharide C. Vous la connaissez depuis longtemps, c'est un ancien marqueur de la phase aiguë de l'inflammation. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est que, bon, juste rappeler, c'est qu'elle n'est pas spécifique. Elle augmente dans les états infectieux, avec ou sans, inflammatoires associés ou non à l'infection. Donc, ce qui fait que, qui dit CRP élevé, c'est pas forcément, on n'est pas forcément face à une infection. Alors, autre chose qui est intéressant de voir, c'est sa cinétique. Alors, vous voyez sur les courbes de droite, en fait, c'est la courbe qui remonte le plus tardivement parmi d'autres marqueurs des interleukines, des cytokines de l'inflammation. À côté, nous avons le lactate et nous avons également la procalcitonine. Donc, son augmentation est malheureusement tardive. Sa demi-vie est aussi longue, donc c'est juste pour répondre à la question, est-ce qu'en cas d'urgence, est-ce que ce marqueur est utile pour répondre à la question, est-ce qu'on peut se fier à ce marqueur pour qu'il nous informe s'il s'agit d'une infection bactérienne? La réponse c'est non, parce que bon, peut-être dans le suivi, elle garde son intérêt, mais pour poser le diagnostic, notamment quand il s'agit d'urgence, ce marqueur reste insuffisant. Alors, ce qu'on voit en routine, c'est une surutilisation de la demande de ce marqueur, ce qui fait un coût élevé pour l'Institut, pour le patient, pour la société. Alors, des études ont montré que la CRP devrait être réservée aux méningites, au diagnostic des méningites et aux infections ostéo-articulaires. Alors, je passe rapidement. En fait, elle augmente, on va dire, elle augmente dans les infections bactériennes sévères ou fongiques, mais aussi dans les processus inflammatoires et auto-immuns. Alors, ce qui reste intéressant quand le patient est sous antibiothérapie, c'est que si elle reste élevée, il faut penser à changer le type d'antibiotique qu'on a prescrit au patient. Alors, en post-opératoire, également, si elle reste élevée, il faut suspecter une complication infectieuse. Après, chez le nouveau-né, elle garde toujours son intérêt vu qu'elle ne traverse pas la barrière fœto-placentaire. Et son élévation qui va être nette, si elle augmente chez un nouveau-né, elle est d'une grande spécificité pour orienter vers l'infection bactérienne. C'est déjà... Je peux 5 minutes? Je vais essayer de dire les messages. C'est possible? Alors, je vais dire les principaux messages. Donc, elle est utilisée également, ici c'est une étude où, pour l'infection materno-fétale ou la suspicion d'infection materno-fétale, c'est des protocoles qui ont été établis pour faire une surveillance avec la CRP et ne pas prescrire d'emblée d'antibiothérapie. Alors on passe à la procalcitonine, qui normalement c'est la pro-hormone de la calcitonine. Alors elle est spécifique également d'infection bactérienne et fongique. Alors ce qu'on note ici, c'est que sur les 2 bandes, normalement, elle est synthétisée principalement par la thyroïde, les cellules C, pour faire baisser la calcémie en cas d'hypercalcémie. Mais en cas d'infection, c'est plus le cas. C'est plus la PCT qui se transforme en calcitonine ou qui est sécrétée par la thyroïde. C'est toutes les cellules de l'organisme qui vont se mettre à synthétiser et sécréter cette procalcitonine. Attention au pic à J1 chez le fœtus, chez le nouveau-né, qui est tout à fait normal. Alors, elle a une demi-vie, elle augmente
plus précocement que la CRP, demi-vie elle est plus courte, elle est avantageuse par rapport au dosage de la CRP, néanmoins son coût est 4 fois plus important. Alors la procalcitonine, pour répondre à la question est-ce qu'elle permet de poser le diagnostic d'une infection bactérienne, pour faire rapide, la réponse est non, et aucune étude n'a montré. Ici, en haut, c'est la sensibilité, en bas, c'est la spécificité, et on garde la même couleur donc, pour chaque étude. Donc, aucune étude n'a montré une sensibilité-spécificité pour que la procalcitonine soit un marqueur qui indique le démarrage de l'antibiothérapie. C'est-à-dire, il oriente vers une infection bactérienne. Après, est-ce que quand on a fait la cinétique, cette étude, ils ont réalisé la cinétique de la PCT, ils l'ont suivi dans le temps, les chiffres, ils ont été soit ascension, soit diminution, donc elle n'est pas concluante pour répondre à cette question. Alors ici, c'est juste pour vous dire que dans le cadran à droite, que le score SOFA reste supérieur au suivi de la procalcitonine par rapport à la décision de démarrage de l'antibiothérapie. Par contre, quand on démarre une antibiothérapie et qu'on suit le patient avec la procalcitonine, c'est un bon marqueur de suivi. Elle diminue avec l'amélioration et elle augmente avec l'aggravation de la situation. Maintenant, chose qui est importante, je souhaiterais transmettre ce message, s'il y a un message à transmettre, c'est que la procalcitonine permet de réduire les prescriptions, la durée. Alors, il y a deux études qui ont eu des résultats pas dans le même sens. Pour initier déjà l'antibiothérapie, un groupe d'études ont trouvé, ici c'est une méta-analyse qui regroupe plusieurs patients, ils ont déduit que le suivi par la PCT des patients permet de réduire la prescription d'antibiotiques. Alors, par contre, voilà, ici, dans cette étude, alors l'exposition aux antibiotiques, c'est-à-dire la réduction de la durée de la prescription de l'antibiothérapie. Donc, deux messages. Le message le plus important, c'est quand le patient est sous antibiotique, le suivi par la PCT permet d'indiquer si elle diminue rapidement à un court délai. Donc, elle nous renseigne sur la bonne évolution de ce patient. Et bien entendu, ça a été effectué, ces études chez les patients de la réanimation. Donc, le risque pour le patient, il n'y avait pas de risque, c'est-à-dire ils ont pris des seuils assez larges, mais dans tous les cas, et s'il y a un autre message à transmettre, c'est que la clinique chez les patients qui sont dans un état grave, c'est un sepsis ou un choc septique, l'importance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander aux marqueurs biologiques, il ne faut pas s'attendre d'avoir des informations ou une aide plus qu'ils ne peuvent faire. La PCT, par exemple, on peut réaliser la cinétique de la PCT lors de la prescription d'antibiotiques et on va évaluer ces chiffres, mais la clinique, il faut toujours la comparer aux résultats de ces marqueurs biologiques. Voilà, je vous remercie. C'était le principal marqueur PCT sur lequel je voulais insister par rapport à au marqueur biologique de l'infection, et je vous remercie. Merci, professeur Nabil. Donc, je pense qu'on vous invite à une pause café, s'il vous plaît, pas plus de 10 minutes pour reprendre.